Salut Salomon. J'ai vu que tu m'as envoyé un WhatsApp, j'ai pas encore eu le temps de lire, là je viens juste de voir que tu l'as envoyé. C'est Ah, sur la. Bon. j'ai vu que je connais le personnage, mais bon, je le lirai après. Bien, alors bonsoir tout le monde, c'est toujours un plaisir de se rencontrer. Je vais lancer le diaporama, si je trouve où ça se fait. Voilà, ici, ici et ici. Là, et OK. Bien, alors bonsoir tout le monde et on se rencontre pour parler du Gdouda Avoda. Gdouda Avoda, Hashem Yosef Trumpeldor, c'est pour ça que vous voyez l'image de Yosef Trumpeldor dans cette image. Et on va commencer par un petit peu de musique. Vous voyez à gauche un autre personnage qui était un personnage important de ce Gdouda Avoda, je vais tout de suite expliquer de quoi il s'agit, qui s'appelle Yitzhak Sadeh, qui va être le fondateur du Palmar, il va faire encore beaucoup d'autres choses. Juste pour mettre les choses au point, le Gdoud Avoda, ne pas confondre avec le Gdoud Ivri. Je sais qu'il y a parmi vous qui habitent à Jérusalem, il y a une rue à Rochov à Gdoud Ivri. Le Gdoud Ivri, c'est les bataillons juifs de l'armée anglaise pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, un des instigateurs était Yosef Trumpeldor, qui est sur la photo. Mais plus tard, après la Première Guerre mondiale, il va y avoir en Israël une autre organisation qui n'a rien à voir avec le Gdoud Ivri, qui s'appelle Gdoud HaAvoda Hagana, le bataillon du travail et de la défense, qu'on connaît sous le nom de Gdoud Avoda parce que les Anglais n'ont pas beaucoup aimé un Gdoud Hagana. C'est quoi Gdoud Hagana? La défense, c'est nous. À l'époque, on est en mandat britannique. La défense, c'est les Britanniques qui s'occupent de sécurité. Donc, ils n'ont pas beaucoup aimé que les Juifs prennent les armes et se battent ou se protègent. Et donc, le nom a été Gdoud Avoda. La Légion du travail, ça c'est légitime. Légion de la défense, pour les Anglais, ça l'est moins. Alors, il y a une chanson sur Yitzhak Sadeh, mais qui raconte un peu son histoire de Chaver Bigdoud Avoda. Alors, Chaver Bigdoud Avoda, membre du Gdoud Avoda. Il était membre du Gdoud Avoda, il est devenu une légende. En fait, tout le Gdoud Avoda est devenu une légende, et cette légende-là que je veux partager avec vous ce soir. Alors, commençons. Juste un petit récapitulatif. La première alia sioniste, l'histoire officielle du sionisme. Les Juifs reviennent en Israël depuis toujours. Il y a eu les Juifs qui sont venus après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il y a eu l'alia des Hasidim, des Gaon de Vilna, l'alia du Maroc avec Rab David Ben Shimon, l'alia des Yéménites. Tout ça, on en a déjà parlé. J'avais une conférence sur ce sujet-là, sur les Eliot oubliés. La première alia recensée comme première alia par le mouvement sioniste, par l'histoire officielle du sionisme, elle construit des villages agricoles qu'on appelle Moshavot. Et vous avez à droite la carte des Moshavot de la première alia. Donc les premières, c'était Zichron, Yaakov et Rishon et Sion. Et puis, il y a tous celles qui sont autour, qui ont été largement ont réussi grâce à l'aide du baron de Rothschild. Ça, c'était de 1882 à 1904. À partir de 1904, on parle d'une deuxième alia. Pourquoi une deuxième alia? Parce qu'en fait, les motivations sont très différentes. Si les premiers qui sont venus, c'était des familles, c'était des juifs classiques, pratiquants, plus ou moins, chacun à son niveau, mariés, pères de famille, qui viennent en Israël avec la famille construire, faire de l'agriculture. La seconde alia, c'est une alia de jeunes célibataires socialistes. Ils ont voulu faire le socialisme en Russie. Il y a eu une révolution en 1905 qui a floppé. La police du tsar les recherche et donc il faut partir, il faut quitter la Russie avant d'être arrêté. Et ils vont donc construire le socialisme en Israël, en Palestine de l'époque, puisqu'ils n'ont pas pu le faire en Russie. Et eux sont connus pour avoir, d'abord, ils viennent comme ouvriers agricoles, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas acheter de terrain, donc ils ne vont pas créer des moshavot comme la première alia, ils vont se faire engager comme ouvriers agricoles dans les premières moshavot. Et ils vont finalement, en 1910, construire le premier kibbutz de Gania. Vous voyez la photo, la première maison de Gania du premier kibbutz en 1910. Et ils sont connus pour être les ancêtres du kibbutz. Mais attention, la deuxième alia n'a pratiquement pas, dans les années où elle existe, c'est-à-dire 1904 à 1914, la Première Guerre mondiale,
Il y a les kibbutzim, c'est Dgania et peut-être Kinneret, point à la ligne. Donc le mouvement kibbutzik se créera plus tard. Mais l'idée est lancée par ces jeunes qui sont socialistes. Et on voit sur la carte qui est maintenant à droite, vous voyez les villages de la première Aliyah, auxquels se sont ajoutés les villages de la seconde Aliyah. Mais c'est toujours encore des moshavot, ce sont toujours encore, la plupart des villages sont du même système, des gens qui ont amené un pécule, qui ont fait leur village. Et les gens de la seconde Aliyah s'installent comme ouvriers agricoles dans ces moshavot créés au début par le baron de Rothschild et après par Yika. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors, dans le monde juif, il y a des théoriciens du socialisme. Je n'ai pas mis Karl Marx parce que Karl Marx parle du capitalisme, de la révolution socialiste, mais de façon générale. Lui, il parle au niveau universel. Mais dans le peuple juif, il y a un mouvement socialiste juif, dont j'ai pris trois des grandes figures. À gauche, vous voyez Moshe Hess, au centre, Nachman Sirkin, à droite, Dovber Borochov. Et donc, vous voyez leur figure, leur visage, et en dessous, leur tombe au cimetière de Kinneret. Le cimetière de Kinneret, Chavat Kinneret, c'est le panthéon du sionisme. Ils ne sont pas morts en Israël, ils ont été transférés post-mortem en Israël, dans ce qui est le panthéon du sionisme socialiste, puisque c'était les penseurs qui ont encouragé ces jeunes ouvriers socialistes à venir créer le socialisme en Israël, chacun dans son style. C'est nouveau, je ne veux pas maintenant parler de l'idéologie socialiste juive, juste sachant qu'il y avait ces trois penseurs et à leur suite sont venus ces jeunes socialistes en Israël. Dans la seconde Aliyah, c'est les Ben Gurion, Ben Tzvi et autres. En parallèle avec le travail agricole, la seconde Aliyah a créé une organisation de garde. Il y a un gros problème de sécurité dans les moshavot, il y a des vols incessants, pas parce que c'est des moshavot juifs, parce que c'est comme ça que ça fonctionne au Moyen-Orient. À l'époque, si tu peux, ben, tu voles. C'est un way of life, c'est comme ça que tout fonctionne. Et pour se protéger, pour éviter les vols agricoles, les vols de matériel agricole, de récolte, d'animaux de ferme, etc., les habitants des moshavot sont obligés de se protéger. Et pour se protéger, ils louent les services de gardiens circassiens, les Tcherkessim. C'est un peuple qui a été amené par les Turcs. Nouveau, ce n'est pas mon propos ce soir. C'est eux qui montent la garde dans les moshavot, mais ils ne sont pas toujours très efficaces. Et quand ils partent au village pour une fête familiale, ils n'oublient pas de dire à leurs copains que le village est sans défense et c'est le moment de venir se servir. Et alors, ces jeunes de la deuxième Aliyah rêvent de recréer une garde juive et ils vont créer un mouvement qui va s'appeler Bar Giora. Bar Giora du nom d'un des généraux de la révolte contre les Romains qui a fini par la destruction du temple. Bar Giora lui-même a été mis à mort à Rome en l'an 71. Et ça, c'est donc une organisation qui a duré pendant 2 ans, de 1907 à 1909, et qui a commencé à monter la garde à la place des Tcherkessim. C'est très dur à se faire accepter parce que les villageois disaient c'est quoi un juif qui prend les armes, c'est quoi un juif qui sait se battre, ça n'existe pas. Il vaut mieux prendre un Tcherkesse qui sait se battre et qui sait se mesurer à des maraudeurs. Donc Bar Giora aura beaucoup de mal. Au bout de 2 ans, ils vont se dissoudre et il y aura une nouvelle organisation qui va se créer sous le nom du Hashomer. Ce sera le père de la Haganah, donc le grand-père de Tzahal. Là, vous avez quelques figures de base du Bar Giora et du Hashomer. Vous avez Israël Galilée, Israël Shochat et Alexander Zaid. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Donc, le début d'une garde armée juive à la seconde Aliyah. Donc, le kibbutz et la garde armée, ce sont les deux inventions de la seconde Aliyah. Il y a encore bien sûr d'autres. Il y a eu la première coop, la coopérative, ce qui va devenir après le Mashbir de Tzarkhan, il y aura la Histadrut, l'organisation des ouvriers, il y aura la Coupe Patrolim, il y aura encore beaucoup d'autres choses qui nous accompagnent jusqu'aujourd'hui. Mais ce qui est important, les secteurs d'activité, ce sont l'agriculture et la garde. Alors là, vous avez le Shomer, donc vous voyez les Shomrim qui sont habillés comme les Bédouins qui montaient la garde avant eux, et les Tcherkesses qui montaient avant eux, avec la abaya des Bédouins, avec la ceinture de balles, et ils montent des chevaux. Ils ont fière allure quand ils montent la garde dans les moshavot, et petit à petit, ils vont réussir à évincer les Bédouins et les Tcherkessim de la garde, et c'est dans ce qu'ils appelaient Kibush HaShmira. On va prendre la Shmira, on va réussir à s'imposer
comme les gardiens. Et il y a un autre domaine d'activité, c'est Kibush HaAvoda. Même chose, c'est de prendre la place dans les premières Moshavot. Ils ont besoin d'ouvriers agricoles. Ils préfèrent prendre des Arabes. Ils coûtent moins cher, ils râlent moins, ils connaissent le boulot. Mais ces jeunes socialistes de la deuxième alliée décident de s'imposer comme étant les ouvriers dans les Moshavot. Donc, ils ont deux buts, Kibush HaAvoda et Kibush HaShmira, de prendre le travail et de prendre la garde. Une garde juive et un travail de salariés juifs. Et il faut comprendre que ces organisations sont très sélectives. Ne rentre pas qui veut au Hashomer, ne rentre pas qui veut au kibbutz. En 1913, donc juste avant la Première Guerre mondiale, on parle de 100 personnes membres du Hashomer qui gardent dans 13 villages. Ils louent encore quelques aides, mais c'est très sélectif. Le kibbutz aussi. Ben Gurion, par exemple, il a postulé pour la Hashomer, il n'a pas été accepté. C'est pour ça qu'il va se venger. Sa revanche, ça va être de se bombarder le ministre de la Défense à la guerre d'indépendance. Vous ne vouliez pas comme soldat, vous allez m'avoir comme la personne qui va gérer les combats à la guerre d'indépendance, puisque ses copains de 1906 qui n'ont pas accepté dans le chômeur, avec le temps, sont devenus les généraux de la Haganah et de Tzahal de 1948. Donc, il va se venger. Il n'a pas été soldat. Maintenant, il sera le ministre de la Défense qui va leur donner des ordres. Bien. Donc, on a compris ce qu'était la seconde alia. Et on arrive maintenant à la troisième alia. La troisième alia, elle commence après la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, en 1914-1918, il y a la guerre mondiale. Ce n'est pas le moment de faire son alliance en Eretz Israël. De toute façon, on ne peut pas. Les frontières sont closes, il y a la guerre. Un tiers de la population juive va disparaître. On parle de 90 000 juifs avant la Première Guerre mondiale, 60 000 après. Une partie sont morts des conditions de vie terribles, de la famine, des maladies pendant la Première Guerre mondiale. Une grande partie ont été exilés par les Turcs, comme Ben Gurion, Ben Tzvi, qui se retrouvent en Égypte, et d'autres encore. Donc, il y a 4 ans d'interruption. Après la Première Guerre mondiale, les Anglais sont là, et maintenant commence une nouvelle vague d'immigration qu'on va appeler la troisième alia. Alors, la troisième alia est très, très différente des deux premières. Pourquoi? Parce que les conditions sont très différentes. Ils arrivent dans un pays où maintenant ce n'est plus la Turquie ottomane, mais c'est un pays européen, c'est l'Angleterre, c'est des gens plus modernes, plus ouverts, meilleures conditions de vie que ce qu'il y avait, on espère, que ce qu'il y avait à l'époque des Turcs ottomans. Deuxième chose, la révolution bolchevique a triomphé en Russie, c'est l'avènement des bolcheviks, donc le monde est formidable pour ces jeunes socialistes qui vont venir maintenant à la suite de la deuxième alia. La deuxième alia a dû se mesurer avec de gros problèmes en Eretz Israël avec les Turcs qui n'aiment ni les Juifs ni les socialistes et eux qui ont du mal à s'intégrer. Là maintenant, on est dans l'Empire britannique, dans un monde où le bolchevisme triomphe, donc on arrive en pleine ère messianique. Alors maintenant, c'est l'euphorie. La seconde alia, ils étaient, j'ai dit, très peu nombreux, très sélectifs et je cherche le mot. C'était très dur, c'était des ascètes. C'était pas facile, ils ne rigolaient pas tous les jours. La troisième alia, ils travaillent très dur, mais ils chantent et ils dansent toute la nuit, parce qu'ils sont dans le meilleur des mondes. Ils vivent l'époque messianique. Donc, ce n'est pas le maras de la seconde alia, c'est l'euphorie de la troisième alia. Bien que les conditions sont très dures, ils arrivent en pleine crise économique, il n'y a pas de quoi manger. Alors, ils vont s'unir, ils vont faire une caisse commune pour s'aider les uns les autres. Ceux qui travaillent nourriront les autres. Mais à la grande différence de la seconde alia, eux vont ouvrir les portes à tout le monde. Il n'y a pas de sélection. Ceux qui veulent être membres du Gdoud Avoda, welcome, sont les bienvenus dans le Gdoud Avoda. Et ils s'ouvrent à tout le monde. Ils vont être plusieurs milliers. Alors, il n'y a pas de boulot en Israël. Comment vont-ils survivre dans ce pays? Alors, juste, je rappelle, j'ai parlé de l'époque euphorique dans laquelle ils arrivent. À gauche, Lord Balfour, les Anglais, déclaration Balfour, qui va aider à créer un Home national juif en Palestine. Bien sûr, ils ont très vite oublié leurs promesses, mais ça, ils ne le savent pas encore. Donc, ils sont dans l'espoir d'avoir bientôt un État, un Home national. À droite, Lénine avec la révolution bolchevique. Et sur ces faits, en 1919, arrive à Yafo un bateau
qui s'appelle le Ruslan. Le Ruslan est un bateau qui arrive de Russie, avec à son bord 700 juifs qui arrivent en Eretz Israël. Alors, c'est considéré comme le Mayflower du sionisme. Si Mayflower, c'était les pères fondateurs des États-Unis, le Ruslan, c'est le bateau qui amène les pères fondateurs de l'État sioniste. Il y avait 700 personnes à son bord. Ce n'est pas le premier bateau qui arrive après la Première Guerre mondiale. Il y en a déjà beaucoup d'autres avant lui, mais des petits bateaux. Là, c'est le plus grand. Et puis, beaucoup des figures qui sont à son bord deviendront des figures de l'État d'Israël. Donc, il a un honneur spécial réservé au Ruslan. Comme on dit aujourd'hui, si tous les gens qui prétendent avoir été sur le Ruslan avaient été sur le Ruslan, il aurait coulé par surnombre de personnes à bord, puisque bien sûr, tout le monde en Israël, quand on voulait se prétendre sembleux être parmi les fondateurs de l'État sioniste, on était sur le Ruslan, son père était sur le Ruslan. Bon, tout le monde n'y a pas été. Il y avait quand même 700 qui arrivent sur ce Ruslan en Eretz Israël. Et commence maintenant donc l'épopée de la troisième Aliyah qui va créer ce Gdoud Avoda Ve'Hagana pour trouver du boulot et pour s'entraider. Donc, je rappelle, ils sont socialistes. Donc, le vivre en commun, l'idéal du kibbutz, ça leur parle. Mais le kibbutz, c'est l'agriculture. Il n'y a pas assez de travail dans l'agriculture, il n'y a pas assez de terrain parce que les Turcs ne permettaient pas aux Juifs d'acheter des terrains. Donc, on a très peu de terrains cultivables. Donc, ils ne peuvent pas faire d'agriculture. Ils vont donc travailler dans toutes sortes d'autres domaines. Dans quoi? On va le voir tout de suite. Il faut que je rappelle encore deux événements. Le premier événement se passe le Yud Aleph Adar Tafresh Pe, le 1er mars 1920. C'est l'attaque des Bédouins sur la ferme de Tel Chai, avec la bataille historique qui va voir tomber Yosef Trumpeldor, le héros de la guerre russo-japonaise, le héros de la Première Guerre mondiale dans les Gdoudim Haïvrim, les Muletiers de Sion d'abord et après les Gdoudim Haïvrim. Et Trumpeldor, qui se trouve à Tel Chai pour organiser la défense du village, va tomber, et vous voyez à Kfar Giladi le monument qu'il y a aujourd'hui avec Ari Shoeg, le lion qui rugit entre Tel Chai et Kfar Giladi, là où ils sont tombés. Il y a un monument et le cimetière du Shomer. À droite, vous avez un autre monument qui, lui, se trouve à Bitania. Si vous comprenez la photo, vous voyez qu'on est au-dessus du lac de Tibériade, face au Golan. Ça se trouve au-dessus du sud, à la pointe sud du lac de Tibériade, dans les hauteurs. Un endroit qui s'est appelé Bitania. Aujourd'hui, il n'existe plus. Il y a un monument. Il y a d'autres villages. Bitania n'existe plus, mais il y a un monument. C'est là que le 25 août 1920 est fondé le Gdoud HaAvoda Ve'Hagana al-Shem Yosef Trumpeldor. Donc, ce Gdoud HaAvoda, cette organisation, cette légion du travail et de la défense, va prendre le nom de Yosef Trumpeldor. Donc, le nom complet, c'est Gdoud HaAvoda Ve'Hagana al-Shem Yosef Trumpeldor, qui va devenir par la suite, en raccourci, Gdoud HaAvoda, la Légion du Travail. Et si vous regardez les dates, c'est juste 6 mois après. De Yud Aleph Adar, du 11 Adar au 11 Elul, 6 mois après Tel Chai, on fonde le Gdoud HaAvoda. Alors, j'ai dit qu'ils n'ont pas de travail. Qu'est-ce qu'ils vont travailler? Les Anglais sont là. Les Anglais se rendent compte qu'il y a un manque de... Il y a du chômage en Israël. Et eux veulent maintenant développer Eretz Israël. Israël, c'est un endroit qui est stratégiquement important pour l'Empire britannique. Et donc, ils vont faire beaucoup de travaux d'infrastructure. Ils vont construire des routes, des trains, des aéroports. Mais c'est ces travaux-là dans lesquels ils vont engager les jeunes du Gdoud HaAvoda. Alors là, l'image que vous avez, vous voyez le lac de Tibériade à gauche. Au sud du lac, vous voyez un village qui s'appelle Tzemach aujourd'hui, Tzemach à l'époque. Umdjounié de Gania. Et à l'époque, quand on veut aller de Tzemach à Tibériade, il y a une solution, c'est de prendre le bateau à Tzemach et d'arriver à Tibériade. J'avais fait une des premières conférences sur Midrash Yehuda, sur le voyage, le périple des rabbins, le Rav Kook et le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, la découverte des Chaloutzim, des pionniers. Et j'avais raconté qu'ils étaient arrivés jusqu'à Tzemach, et après Tzemach, ils ont dû prendre le bateau pour aller à Tibériade parce qu'il n'y a pas de route. Vous voyez à droite d'ailleurs une mosaïque de Betzalel, donc l'école des beaux-arts, qui fait une mosaïque décorative, ça se trouve à Tel Aviv.
Et vous voyez sur l'image, vous voyez la ville de Tibériade avec ses murailles et devant un bateau qui s'appelle le Max Nordau, qui fait la liaison de Tzemach-Tibériade jusqu'en 1921, date où les Anglais vont construire la route. Les Anglais, ils vont financer, le Gdoud Avoda va travailler. Pourquoi c'est tellement important de faire des routes et des infrastructures, d'amener un train, le train va arriver déjà jusqu'à Tzemach, le train construit par les Turcs ottomans, c'est une autre conférence que j'ai donnée, parce que j'expliquais que pour les Anglais, Eretz Israël, c'est une charnière dans leur empire. Oui, parce que si vous regardez à droite, vous voyez de nouveau dans l'image du bas le lac du Tibériade avec les hauteurs du Golan dans le fond, mais vous voyez surtout un hydravion qui se pose là-bas, parce que les Anglais ont transformé le lac du Tibériade en hydroport. Et les hydravions qui se posent là-bas, c'est des hydravions qui vont de où? À gauche, je vous ai mis les horaires d'avion, c'est la ligne Angleterre, Palestine, Irak, Golfe Persique et les Indes. Donc quand on va de Southampton en Angleterre jusqu'à Karachi en Inde, ben, on fait une escale, si on regarde à gauche dans les horaires, vous voyez qu'il y a un arrêt à Galilée, Palestine. Donc on arrive le soir et on repart le lendemain matin pour l'Irak. Donc c'est très important, c'est pour les Anglais, leur commerce, les civils prennent le bateau et à travers le canal de Suez arrivent vers les Indes, mais la haute administration peut déjà prendre l'avion et Israël est une escale obligatoire sur le chemin, vu l'autonomie des avions de l'époque. Et si vous regardez la photo en haut à droite, vous voyez un autre hydroport, British Overseas Airways, à Kalia Marine Airport. Kalia, sur la mer Morte, c'est aussi un aéroport, un hydroport qui sert à l'administration anglaise. Donc, tous ces travaux d'infrastructure, les aéroports, les routes, les bases militaires de l'armée anglaise, tout ça, ils ont besoin de travailleurs et ils vont utiliser le Gdoud Avoda. Donc, le Gdoud Avoda, je dis, va comprendre plusieurs milliers de membres qui vont se disperser en ce qu'on appelait des plougotes, des sections. Alors, il y en a depuis Migdal au nord du Kinneret jusqu'à Jérusalem, encore plus au sud, à Tzrifin, par exemple, la grande base de Sarafan, la plus grande base militaire anglaise, c'est le Gdoud Avoda qui va le construire. On appelle ça, ce Gdoud s'appelle le Gdoud Adjipim en hébreu. Le Gdoud Adjipim, les Jeeps, si je me rappelle bien, ça a été inventé par les Américains à la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, mais le Gdoud Adjipim, ça ne veut pas dire qu'ils roulaient en Jeep, ça veut dire que c'était un groupe en fait, son nom en anglais, c'était The Gypsies Group. Pas le Gyps Group, The Gypsies Group, le groupe des Gypsies. C'est quoi les Gypsies? Les Gypsies, ce sont les gens du voyage originaires d'Égypte. Ça vient de l'Égypte, parce qu'à l'origine, les Anglais avaient amené des travailleurs, une main-d'œuvre d'Égypte, qui était déjà sous contrôle anglais. Mais en fait, la qualité du travail laissait à désirer. Donc, les Anglais ont été très contents de les remplacer par le Gdoud Avoda, mais c'est sympa. La plouga du Gdoud Avoda qui remplace les travailleurs égyptiens va s'appeler le Gdoud Hadjipi. Alors là, on les voit maintenant dans l'image au travail. Vous les voyez en train de casser des pierres. Alors, ils travaillent dans les carrières de pierre à tailler les pierres pour la construction. Et en bas, vous voyez à construire une route dans la vallée de Israël. Vous voyez le Gilboa derrière. Donc ça, c'est une route. Ils sont en train de préparer une route. En haut, ils cassent des cailloux. Pourquoi? Pour construire. Alors, si vous regardez à droite, vous avez ceux qui reconnaissent l'hôpital Hadassah au Mont Scopus, Harat Sofim. En bas, vous avez l'hôtel King David. Eh oui, l'hôtel King David et Hadassah, c'est le Gdoud Avoda qui les a construits. Donc, ce sont des bâtisseurs, ils font tout. Hein. Ils commencent par casser les pierres, après ils taillent les pierres, et après ils sont maçons, et ils vont construire. Donc, ils travaillent pas uniquement dans l'agriculture comme la première et seconde Aliyah, mais eux vont faire les travaux qu'il y a à l'époque, toutes sortes de travaux, mais surtout dans les travaux de la pierre, le terrassement et la construction. Alors là, à gauche, vous les voyez à Beth Akeren, c'est leur campement, ils vivent sous la tente, en commune. J'ai expliqué qu'eux sont euphoriques. Si la seconde Aliyah, c'était assez difficile et que c'était des ascètes, eux, ils travaillent toute la journée et le soir, ils chantent et ils dansent. C'est l'ambiance de folie.
Ils sont en train de réaliser le rêve messianique du socialisme en Eretz Israël, de l'homme nouveau qui revient à la terre. Donc, vous voyez, à Bet Hakerem, c'est pas comme ça, c'est pas ça qu'a l'air Bet Hakerem aujourd'hui. À droite, vous voyez une plaque de la ville de Tel Aviv. Il y a aussi une Plougat Avoda, du Gdoud Avoda à Tel Aviv. J'explique, il y en a partout. Là où il y a du travail, on les trouve. S'il vous plaît, éteignez les micros. La dernière fois, j'ai essayé d'éteindre des micros, ça s'est mal passé. Je ne voudrais pas le faire maintenant. S'il vous plaît, éteignez les micros. Non, j'y arrive pas. Est-ce que l'organisateur est sur le groupe et peut, Yilmod, le représentant de Yilmod, s'il peut couper les micros, parce que si moi je dois le faire sur mon ordinateur, il faut que je coupe la diaporama. S'il vous plaît, fermez les micros. Bien. Là, d'ailleurs, le groupe de Bet Hakerem qu'on a vu dans la diapo d'avant, vous le voyez là, en train de construire la maison de Eliezer Ben Yehuda. Oui, Eliezer Ben Yehuda qui va s'installer à Bet Hakerem. Vous le voyez, il est ici, là, barbu à côté de la tente. Il regarde les travailleurs et vous voyez les travailleurs du Gdoud Avoda avec leurs uniformes de travailleurs russes en train de tailler les pierres avec lesquelles ils vont construire la maison de Ben Yehuda. Pardon, pas à Bet Hakerem, à Piot. Pardon pour l'erreur. Bon, je vois que vous ne comprenez pas que je ferme le micro, donc je n'ai pas le choix. Je m'excuse. Bon, j'ai réussi à faire ça relativement rapidement. OK. Donc là, on les voit en train de construire la maison de Eliezer Ben Yehuda à Talpiot. Et comme j'ai expliqué, pour eux, c'est un monde, ils chantent, ils dansent, ils sont dans la joie malgré le manque terrible. Il faut comprendre qu'ils crèvent de faim. Ils ont une caisse commune. Alors, ceux qui ont la chance de trouver un travail le versent dans la caisse commune. Ils sont socialistes, communistes, donc on partage tout. Donc, ils versent dans la caisse commune pour payer ceux qui, pour l'instant, n'ont pas de travail. Et je rappelle que c'est ouvert à tout le monde. Donc, ils ont beaucoup plus de volontaires que de moyens techniques, que d'argent financier, que d'argent pour subvenir. Donc, ils vivent très chichement, mais ils vivent dans la joie. Et là, vous les voyez au pied du Gilboa, dans un concert, dans la vallée d'Israël. Il y a des concerts, il y a des activités culturelles. Il y a un journal. Le journal s'appelle Mechayenu, Iton Gdouda Avoda, Al-Shem Yosef Trumpeldor, Yotze Laor, j'arrive du mal à dire la suite. Bima Chopshit, c'est libre à tous. Chacun peut écrire dans ce journal des ouvriers du Gdoud Avoda. Alors, j'ai expliqué, ils chantent, ils dansent. Là, vous voyez qu'au-dessus du lac de Tibériade, il n'y a pas que les hommes qui cassent des cailloux, qui font les routes. À Bitania, vous voyez que les femmes aussi sont en train de dépierrer pour, je ne sais pas dans quel but à ce moment, peut-être faire passer la route ou autre chose. Apparemment, oui, c'est le tracé de la route. Et ils chantent. Qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent des chansons comme on chantait en Russie. C'est des gens qui étaient des juifs de Russie. Donc, ils ont grandi dans le milieu chassidique. Et Fania Bergstein écrira en 1944 une chanson magnifique. Je l'aime tellement que souvent on la chante chez nous à Shabbat, le Shabbat à table. Une chanson qui s'appelle Nigunim et qui rappelle un peu la maison de papa-maman avec les émeraudes de Shabbat et les nérodes de Shabbat. Enfin, ce monde qu'ils ont abandonné pour créer le monde nouveau. Mais ce n'est pas toujours facile d'être créé dans ce monde nouveau. Et puis, il y a une nostalgie du monde de papa et maman, du monde qu'ils ont abandonné. Et on va écouter quelques notes de la chanson Nigunim. גרעינים
La chanson, il y a différents chants qui se rappellent la maison Echa, parce qu'il y a des fois des moments difficiles. Alors, c'est plutôt Tisha B'Av, et puis les Zmirot du Shabbat. Et moi, je trouve que ce chant est digne de faire partie des Zmirot de Shabbat. Chez nous, il en fait partie, pas tout le temps, mais de temps en temps, c'est un des chants qu'on chante à la table du Shabbat. Alors, maintenant, revenons à cette époque formidable. Les Anglais sont là. Bon, pour les socialistes, le socialisme et le bolchevisme ont triomphé, mais un état de fait pour le mouvement sioniste, c'est que les Anglais sont favorables. Alors, le mouvement sioniste, je rappelle, s'est doté d'un organisme qui s'appelle le Keren Kayemet, dont le but est d'être une banque qui ramasse de l'argent avec laquelle on va racheter des terrains en Eretz Israël. Et si les Turcs ottomans avaient interdit aux Juifs d'acheter des terrains, maintenant on peut acheter des terrains. Et le grand acheteur de terrain, vous le connaissez, le nom vous connaissez, c'est Yoshua Khankin, mais il va sous la tutelle de Menachem Ussishkin, qui sera le président du KKL. Ils vont aller acheter des dizaines de milliers de dunams de terrain. Alors, où ça? D'abord, il faut comprendre, comment acheter des terrains? Les Turcs avaient donné des terrains à de très grands propriétaires terriens, qui n'habitent même pas en Eretz Israël. Ils habitent là où la vie est agréable pour eux, pour des gens très riches, pas dans ce pays désolé qu'était Eretz Israël à l'époque turque. Ils habitent à Beyrouth, ils habitent à Damas. Les Turcs leur ont donné les terrains. L'intérêt pour les Turcs, c'est qu'une fois qu'ils sont propriétaires, ils doivent payer des impôts sur les terrains. Et ils font travailler les Arabes locaux comme serfs sur leurs terres. Et donc, avec l'argent qu'ils reçoivent, ils payent des impôts aux Turcs. C'était le but de la manœuvre des Turcs. Et donc, Khankin et Menachem Ussishkin vont les rencontrer sur Souk, c'est un des grands propriétaires terriens. Le problème, c'est que le patron du Keren Kayemet a dit stop. On n'achète pas de terrain. D'abord, on vérifie les comptes. Combien d'argent dans la caisse, on s'organise. Et quand tout sera prêt, alors d'après l'argent qu'on a en caisse, on va aller acheter des terrains. Menachem Ussishkin et Yoshua Khankin, eux, sont dans l'enthousiasme messianique. Eux, ils ont l'opportunité d'acheter des terrains. Ils vont s'engager à acheter 50 000 dunams, c'est 5 000 hectares de terrain dans la vallée de Israël, alors qu'ils n'ont pas l'aval des autorités. Les patrons du KKL, Nehemiah de Lima, leur a interdit de le faire. Qu'à cela ne fasse, ils s'engagent et ils achètent. Et finalement, ils vont réussir à convaincre les patrons de céder. Et c'est comme ça qu'il y a cette très grande acquisition de terrain dans la vallée de Israël qui est faite par le KKL juste dans ces années d'après-guerre. Alors, ils vont acheter aussi à Kiryat Anavim sur la route de Jérusalem. Et en un an, ils vont acheter 65 000 dunams et tripler les surfaces de terrains de terres arables aux mains du peuple juif. Alors, là, vous voyez sur cette carte maintenant au centre, vous allez voir, mais ce qui est en vert, ce sont les villages de la troisième Aliyah. Donc, en rouge, ce sont les villages dont on a parlé dans la première et seconde Aliyah. En vert, on a la troisième Aliyah. Et vous voyez que c'est dans les deux secteurs principaux où le KKL a acheté le terrain. Dans le nord, la vallée de Israël, depuis Nahala, la région de Nahala, la vallée d'Israël vers Beth-Shean, et dans la région du Sharon, aussi un petit peu autour de Jérusalem, et un petit peu dans Emek Refer. Ce sont les villages qui vont se créer. Maintenant, ce sera surtout les kibbutzim, puisque ces jeunes du Gdouda Avoda sont socialistes. Donc maintenant, ça va être la grande expansion du kibbutz. Tous les kibbutzim de Emek Israël, du Sharon, du Emek Refer vont se construire à cette époque-là, Kiryat Anavim sur la route de Jérusalem. Et le Gdouda Avoda, comme Gdoud, va s'installer dans deux villages autonomes qui sont des villages uniquement des gens du Gdoud. Parce que la plupart des villages
ne sont pas du Gdoud, ce sont différentes personnes qui s'installent, mais le Gdoud comme Gdoud Avodam, comme collectif, reste ensemble, idéaliste, bolchevique à outrance, c'est à Tel Yosef et En Harod dans la vallée d'Israël. Ils n'ont pas reçu l'aval des autorités, des instances sionistes. Les terrains étant achetés, ils plantent leur tente et ils s'installent. Pourquoi? Étant donné qu'ils sont bolcheviques, ils sont pas tellement copains avec les patrons du mouvement sioniste, qui sont socialistes, mais pas bolcheviques au point où en sont le Gdoud Avoda. Et donc, ils ont très, très peur qu'on ne leur donne pas de terrain pour s'installer. Et jusqu'à présent, c'était des groupes mobiles qui allaient là où il y avait du boulot. Donc, on les trouvait à Migdal, à Tel Aviv, à Jérusalem, et puis ils bougeaient d'après les besoins, d'après l'endroit où ils travaillent. Ils veulent maintenant s'installer sur la terre. Alors, avant de recevoir l'autorisation, ils créent un état de fait. Ils s'installent en 2 points dans la vallée d'Israël, Tel Yosef et En Harod, et ils vont créer des kibbutzim qui sont du Gdoud HaAvoda. Alors, ça, c'est le côté du Gdoud HaAvoda qui veut, donc le kibbutz HaAvoda, il veut le travail manuel, donc ça s'appelle le travail de la terre dans les kibbutzim, ou le travail du sol dans le terrassement et de la pierre. Mais je rappelle que dans le titre complet, il y a marqué Gdoud HaAvoda ve'Hahagana. Il veut aussi s'occuper de la défense. Et on se rappelle qu'il y a eu Bar Giora et il y a eu le Shomer. Alors maintenant, quand il y a le Gdoud HaAvoda, en 1920, le Shomer avec le Gdoud HaAvoda, vont créer quelque chose qui s'appelle le kibbutz. Ne vous trompez pas, le kibbutz, ce n'est pas Tel Yosef. Le kibbutz, ce n'est pas En Harod. Le kibbutz, ce n'est pas Dgania. Le kibbutz, en fait, c'est le nom de code de ce qui s'appelle en fait sa kibbutz hachasha'i. Le kibbutz secret. C'est quoi le kibbutz secret? C'est une organisation paramilitaire, mais si le Shomer était sélectif, et si toute l'Aliyah Shnia était sélective, et j'ai dit que le Gdoud Avoda est ouvert à tous, dans le Gdoud Avoda, il y a un tout petit groupe qui n'est pas du tout sélectif et qui est encore bien plus secret que ce qu'on a connu dans le Hashomer. Et alors, ce kibbutz Hachasha'i, dont une des figures de proue, c'est Mania Shochat, la sœur d'Israël Shochat, dont j'avais parlé tout à l'heure, membre du Hashomer, et eux vont créer des cachettes d'armes et vont faire des entraînements paramilitaires. Mais tout ça, c'est entièrement secret. Ils préparent en fait une armée secrète. On m'entend? Ah, ça fonctionne. Non, je crois que j'ai coupé le son. La femme de Myriam me corrige, la femme d'Israël Shochat, Mania Shochat. Non, j'avais peur qu'on ne m'entende plus parce que l'autre fois, quand j'avais coupé les micros, ça avait coupé le mien. Je vois que là, je n'ai pas coupé le mien. Dieu merci. Bien. Donc, alors eux, ils font l'embryon d'une armée secrète, c'est-à-dire que ils vont s'entraîner militairement, acheter des armes, mais ils vont même envoyer des membres faire des cours de pilotage d'avion ou apprendre les métiers de la mer pour créer une flotte, créer une aviation. Ils veulent vraiment faire une armée moderne, mais tout ça en secret. Alors, pour comprendre combien le secret est secret, regardez à gauche. L'image, c'est un slick. Un slick, c'est une cachette d'armes qui se trouve à Kfar Giladi. Kfar Giladi, c'est dans un des villages du nord, où Davoda est très présent. Et là-bas, il y a une cachette d'armes secrète créée par le kibbutz Hachasha'i, donc cette organisation militaire top secret, qui crée ce slick en 1921. Il y a 5 membres du kibbutz Hachasha'i qui creusent ce slick sans en parler à personne dans le kibbutz. Le kibbutz ne sait pas que sous l'écurie du kibbutz, ils ont créé à 8 mètres, ils ont creusé à 8 mètres de profondeur une cachette d'armes formidable. Alors, il y a des problèmes à cette profondeur, il faut gérer l'arrivée d'air, l'évacuation de l'humidité, etc. Et il faut un ingénieur qui va venir. Bon, l'ingénieur est tout trouvé, c'est Gdaliahu Vilvoshitz, qui est le frère de Mania Shochat. Vous comprenez, c'est un groupe ultra secret, donc il faut que ça reste dans la famille, dans ceux qui savent, très peu savent. Alors, ils ont créé un slick, mais très vite, il y aura 18 slicks à 18 cachettes d'armes, rien qu'à Kfar Giladi. Et alors, le responsable de tous les slicks, c'est quelqu'un qui va s'appeler Avracha Shmukler et qui va nommer des responsables sur les 18 slicks, mais chaque responsable ne connaît même pas l'existence des autres. Comprendre combien c'est cloisonné, combien c'est secret. Alors, c'est cloisonné, c'est secret, c'est formidable. Il y a des armes. Les armes dont les a, ils ont confisqué des armes à des contrebandiers syriens et libanais.
Ça, c'était une prise militaire. Ils en ont acheté en Europe avec l'argent qu'ils avaient. Il faut comprendre qu'ils ont tellement d'armes qu'ils ont plus d'armes en fait que la Haganah. Et en 1929, pendant les pogroms de 29, quand Haïfa est attaqué par les Arabes et que la Haganah n'a pas assez d'armes pour défendre Haïfa, Mania Shochat va lâcher un petit peu et va donner des fusils à la Haganah pour pouvoir défendre la ville de Haïfa parce qu'ils sont bourrés d'armes, mais vraiment bourrés d'armes. Maintenant, il faut comprendre ce que sont devenus ces dépôts d'armes. Après la guerre d'indépendance, quand il y a un État d'Israël, mais ça reste secret parce que le moment n'est pas encore venu de prendre les rênes du pays pour faire du pays un nouveau pays communiste. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si on parle aujourd'hui de la révolte qui gère en Israël, des gens qui ne comprennent pas que le pays leur a échappé, les gens du kibbutz Achashai, après l'existence de l'État d'Israël, continuent à garder leurs armes parce que peut-être un jour, il faudra se battre contre le gouvernement pour amener le bolchevisme, comme les bolcheviks ont fait la guerre au tsar, il faudra faire la guerre au gouvernement d'Israël pour amener le bolchevisme en Eretz Israël. Et quand c'est que ces slikim ont été démantelés, alors asseyez-vous bien pour ne pas tomber de vos chaises, en 1983. Parce qu'en 1983, le kibbutz de Kfar Giladi s'agrandit, on fait des travaux de terrassement pour construire des nouveaux logements, l'hôtel aussi de Kfar Giladi, et alors là, un des responsables des slikim dit non, il faut faire attention, il y a encore beaucoup d'armes, beaucoup de munitions, des explosifs, il y a encore pas mal de choses sous vos pieds. Et alors là, on appelle la police qui vient déminer, bloquer tout ce qui est là-bas pour éviter les accidents. Et en 1996, on en fait un musée. Et aujourd'hui, vous pouvez visiter le slick de Kfar Giladi. En fait, aujourd'hui, vous ne pouvez plus parce que des problèmes de sécurité, de sûreté, ça risque de s'effondrer. Il y a un problème, il faut d'abord sécuriser le slick. Mais incroyable, c'est que le kibbutz Achashai a créé une armée secrète qui, dans un premier temps, était pour défendre les Juifs d'Eretz Israël, mais était surtout pour prendre le pouvoir le jour quand le moment sera venu. C'est pour ça que c'était secret et caché de la Haganah. Les armes n'étaient pas données à la Haganah, elles n'ont pas été données à l'État d'Israël. C'est resté secret jusqu'en 1983. Peut-être que bientôt le moment arrivera de s'en servir et de prendre le contrôle du pays. Donc ça, c'est l'armée secrète, le kibbutz Achashai. Alors, quelques figures du Gdol. J'ai plus eu le temps, je ne l'ai pas fait, je m'excuse, j'aurais dû mettre une dizaine de personnes. J'ai mis Yitzhak Sadeh Landberg, vous voyez en haut à droite, déjà dans le Palmar, qu'il a fondé avec Yigal Allon et Moshe Dayan. En bas, vous avez Alexander Zaid, encore un chômeur de la première heure. À gauche, Mordechai Ishalom, qui plus tard sera maire de Jérusalem. Donc, des personnages qui sont devenus des personnages centraux de l'État d'Israël, qui ont fait partie du Gdoud Avoda. Là, j'ai l'organigramme des partis socialistes d'Israël. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, juste pour expliquer qu'il y avait Poel Etzion, Poel Etzaïr, qui ont fusionné dans Gdoud Avoda pour donner le Mapai. Et en fait, la Shomer Hatzair et le Gdoud Avoda ont donné le Mapam. Donc, Mapai, c'était socialiste centre, socialiste gauche, ça c'était Ben Gurion. Et Mapam, c'est socialiste, tout à extrême gauche, bolchevique, c'était le Gdoud Avoda. Là, vous voyez les Poel Etzion en 1912, et j'ai une citation là de David Ben Gurion qui dit qu'il faut comprendre que c'est important. Benigoud le miflagot chez la mamadot acherim, ena mifleget mamad bilvat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ont un agenda dans l'échelle socialiste où ils se placent par rapport au socialisme, au bolchevisme. Et dit Ben Gurion, le Mapai, lui, se voit non seulement comme socialiste, Miflaga le Umit Achreit la Tidash Koloba. Il veut être socialiste, mais aussi nationaliste. Et donc, c'est être socialiste à l'échelle nationale et pas le bolchevisme et le kibbutz Achashai comme on trouve dans Mapai. Alors, derrière ça, il y a un idéologue. Alors, si j'ai parlé de Moshe Hess, de Nachman Sirkin, d'Ober Borochov, qui étaient les précurseurs du sionisme sioniste, mais qui ont vécu en Chutz Laaretz, dans la Gola, qui ont écrit, il y a un des pères fondateurs idéologiques qui arrive en Israël et qui va être ouvrier agricole malgré son grand âge. Vous le voyez à gauche, Aaron David Gordon en bleu de travail.
connu dans le monde des socialistes, dans Shomer Hatzair, comme A.D. Gordon, en russe, Aleph Dalet A.D. Gordon, qui était donc décédé en 1922, mais il était en Israël dans la seconde et la troisième Aliyah. Et lui, en fait, c'est l'idéologue sur place de la religion du travail. Le nouvel homme juif qui va être l'homme qui travaille, mais quand on étudie les textes d'A.D. Gordon, ils sont impressionnants. On voit d'où il vient. C'est quelqu'un qui a des théories socialistes, mais quelqu'un qui sort du monde juif, du shtetl où il a grandi. Et regardez, là, j'ai mis en gras quelque chose qu'il a écrit. Lo yeh nitzachon shel haor al hachosher, kol od no namod al haemet hapshuta, shebimkom lilachem bachosher, alenu lagdir et haor. La lumière ne triomphera pas des ténèbres tant qu'on n'aura pas compris que, au lieu de lutter contre les ténèbres, il faut augmenter la lumière. Mais ça, c'est profondément chassidique. Si on lit dans le Tanya du Admor Hazaken, il nous explique aussi l'avantage de la suprématie de la lumière sur les ténèbres, c'est que un petit peu de lumière chasse beaucoup de ténèbres, et que si on n'a plus, ce que dit la Chassidut, au lieu de s'occuper à Sourmera, fait le bien et alors le mal s'écartera. Donc, en fait, il a modernisé et socialisé des enseignements qu'il a entendus dans sa jeunesse au Beth Midrash. Il a fait une nouvelle religion qu'il a appelée Data Avoda, que ses fidèles ont appelée Data Avoda, la religion du travail, mais ça, en plus du côté socialiste, ça a des fondements profondément chassidiques. Regardez ce qu'il écrit, là c'est magnifique, regardez les yeux d'A.D. Gordon dans la photo de gauche, et là ce qu'il écrit, de l'unité du peuple juif, c'est l'unité des cœurs et pas l'unité des organisations. Il y a beaucoup de partis politiques à son époque déjà, il y a le Paul Sion, Poel Hatzair, le Mapai, le Mapam, il y a plein de groupes. Il dit le but c'est pas d'unifier ça dans un groupe politique, mais de Kervat Alvavot, que les cœurs parlent ensemble, et alors on s'arrangera. Chacun va être dans son parti. C'est tellement vrai aujourd'hui. Il y a la droite, il y a la gauche, il y a les religieux, les pas religieux, les plus religieux. On n'est pas là pour changer les uns les autres, pour convertir les uns, pour être un parti unique, mais pour être qui roule le vote, rapprocher les cœurs pour pouvoir travailler ensemble. Il ne faut pas détester son voisin, on peut s'arranger, il faut se connaître et travailler ensemble. Alors, un de ses élèves qui va continuer son œuvre, parce que lui, je dis, va décéder en 1922, Meir Ya'ari, qui est l'idéologue du kibbutz Artzi, du Shomer Hatzair et du Mapam, Meir Ya'ari, lui, c'est encore plus évident, parce qu'à droite, ceux qui connaissent, vous identifiez le tombeau de Rabbi Meir de Lijensk, donc en Galicie, Lijaisk, Rabbi Elimelech, un des premiers, un rabbi de la troisième génération de chassidisme, vraiment le tout début. Il y a le Baal Shem Tov, le Maguid, son élève et le Maguid, et juste après, Rabbi Elimelech de Lijansk, qui a en fait développé la chassidoute et l'a installée dans la région, en Galicie, et un de ses descendants, c'est Meir Ya'ari. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influences qui viennent de la chassidoute dans ce Gdouda Avoda, dans ce kibbutz, et jusqu'au nom. Au début, les socialistes qui ont créé Sedgera, la ferme école, où vont se former les futurs kibbutznikim, ils appelaient ça le collectif. Ça vient c'est un mot européen, ça, le collectif. Après, quand ils ont fondé Dgania, le premier kibbutz, ils n'ont pas appelé ça un kibbutz, ils ont appelé ça une kvutza Dgania. Et après, ils sont emmenés le mot kibbutz. Mais kibbutz, pour ceux qui ne savent pas, ça existait avant la gauche socialiste. Le mot kibbutz, c'est le nom que donnait le Baal Shem Tov au petit groupe de chassidim qui se réunissaient pour chanter, danser et dire des livrets Torah. Et le Rebbe qui a vraiment implanté le mot kibbutz, c'est Rabbi Nachman de Breslav, que vous savez, là, vous voyez le tzioun à Ouman, à Rosh Hashanah, et Rabbi Nachman de Breslav parle du kibbutz des chassidim qui viendront sur sa tombe à Rosh Hashanah, il appelle ça le kibbutz. Donc même le nom de ce groupe, ils l'ont pris de la chassidoute, avec beaucoup d'autres idées, et dans beaucoup de domaines, ils se considèrent eux-mêmes comme le tikkun de la chassidoute. Ils ont pris de la chassidoute, voyez en vert, ils ont pris les chants, ils ont pris les rikoudim, les danses,
Ils ont pris les vidouïm, l'introspection. Alors ça, chez Rav Nachman de Breslav, c'est important dans d'autres groupes chassidiques de corriger ton copain, de te corriger toi-même, de parler devant les autres de tes défauts, etc., pour t'améliorer. Alors, ça a été amené à outrance à Bitania, ça va des fois faire déraper des gens qui n'arrivent pas comme ça à se livrer à leurs amis. Mais dans le tikkun qu'ils voient, eux, ils voient, c'est différent de la chassidut, qu'avec les femmes ne sont pas à part entière, ce qui n'est pas le cas dans la chassidut, et pas de Hadmourim. Ce qui est tout à fait vrai, parce que Adegornog, pour moi, c'est vraiment le Hadmour. Enfin, c'est vrai qu'après lui, il y a plus tellement la figure du Hadmor comme on la trouve dans la chassidut. Mais il y a beaucoup de relents de chassidut dans le kibbutz. Alors, de nouveau, j'ai là un texte du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, au XVIIIe siècle, qui écrit dans un chant Hine Enecha Ra'u Velozar, qui va être repris par Rabbi Yehuda Ashlag au XXe siècle, Enechem Tirena Velozar, et dans une chanson qu'on va tout de suite entendre, c'est une chanson des Chalutzim, B'mach Rashti, Ha'asam Malebar, Katsru Yadai Velozar. On voit, c'est un matbé à la chône, c'est un phrasé qui a été recopié d'un phrasé juif classique. Donc, je dis, les Chalutzim, quand ils arrivent, ils viennent du Bet Abba, ils viennent de la maison qu'ils ont connue en Russie, et ils prennent avec eux, tout en étant plus modernes, des choses qu'ils ont connues à la maison. Alors, Adé Gordon, donc l'idéologue, il y a même un nigoun, si on connaît dans la chazot le nigoun du Baal Shem Tov, le nigoun du Balatania, les Gdolim, la chazot, ils ont un nigoun. On a chez Adé Gordon un nigoun de Adé Gordon. Et bon, on va écouter quelques notes. המנגינות שלו אנחנו עד היום שרים. לה 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 לה, זה אני לקחתי באמצע, אבל זה ככה. לה 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 La 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 la. Je vais arrêter ici. Voilà, j'ai fait une erreur en préparant la diaporama, c'est pas grave. Vous avez en bas l'annonce pour le festival des 100 ans du décès de Adé Gordon, donc il n'y a pas très longtemps. Mais ce qui est impressionnant, pourquoi je voulais l'amener, parce que qu'est-ce qu'ils ont joué comme musique qui accueillait les gens qui sont venus à ce congrès de la Hiloula d'Adé Gordon, de la Haskara d'Adé Gordon, mais la musique qui accueille les membres du kibbutz, des kibbutzim de tout Eretz Israël qui viennent, ben c'était le Nigun Habesht, le Nigun du Baal Shem Tov. Donc, c'est très proche de la musique du kibbutz, la musique chassidique, et dans un congrès du kibbutz en 2019, on va jouer Nigun Habesht, c'est la musique qui accueille les gens. Je m'arrête un instant. Alors, je vais vous faire écouter une chanson, pardon, un petit problème. Voilà, une chanson des Chalutzim. Voilà. Ça s'appelle Bama Harashti, avec ma charrue. Alors, écoutez cette chanson Chalutzik magnifique. Musique Chalutzik, des Chalutzim de la troisième Aliyah. Là, je vous l'ai fait un peu en ralenti. Vous allez comprendre pourquoi.
ralenti la musique, parce que s'il y a parmi vous des gens qui sont proches de Chabad, vous avez peut-être reconnu la musique. Azamer bishvochin meyal goy mischin vechakal tapuchin deyinon kadishin nizamin lo ashetov ipsoiro chadato ovim nato taveto venoiro al reishin yevino smoilo reina yochalo makishotin azala umanino boshin. Elle est magnifique pour la trouver sur Internet. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est la même musique. Donc là, je ne sais plus si c'est le... Je crois que c'est là les Chaloutzim qui ont recopié un nigoun de Chabad. Mais il y a dans les deux sens. Il y a des nigounim. Un nigoun que vous connaissez qui est chanté dans le Bateknet. El Adonal Kol Hamasim Baruch Uvorach, qui est un chir des Chaloutzim. Donc il y a les chants des... les nigoudim de la Chassidoute qui sont passés au kibbutz, les nigoudim des Chaloutzim qui sont passés dans le Bet HaKnesset. Effectivement, il y a deux voix qui sont parallèles et c'est malheureux, cette distance, comme disait Adé Gordon, il faut le kirouv al-vavot entre les différentes parties. Et là, je me suis servi pour ces chants d'une conférence du docteur Zev Kitzes sur les racines chassidiques de la Tnoua kibbutzite. Et effectivement, sur les sites de la Shomer Hatzaïr, dans les sites des pélouillots, des activités du mouvement de jeunesse à Shomer Hatzaïr, il y a des activités sur expliquer la chassidoute, parce que la chassidoute, c'est la base de kibbutz. Et à gauche, vous voyez une photo du Rav Adin Steinzal, Zichrono Livracha. Et pourquoi je l'ai amené? J'ai cherché un enregistrement, je ne l'ai pas trouvé, mais il y a quelques années, il y avait à Kfar Bloum, dans un kibbutz de Emek Achoulé, il y avait chaque année un festival qui s'appelait Festival Yemei Yahadut Bekfar Bloum. Il y avait un festival de judaïsme au kibbutz pour un public général, pas un public religieux, pour les kibbutzim, mais ouvert à tout le monde. Mais il y avait beaucoup de gens de tout bord qui arrivaient. Et là-bas, ils invitaient des gens à parler. Et un des invités, une fois, c'était le Rav Adin Steinzal. J'avais entendu l'enregistrement du cours du Rav Steinzal, c'était magnifique, parce qu'ils lui ont proposé de faire un tish chassidique. Et le Rav Steinzal leur a dit, ça, je me rappelle ce qu'il a dit, ça m'a marqué, il a dit, je ne comprends pas. Vos ancêtres, ils avaient un streimel sur la tête, ils étaient assis autour d'une table chez le Rebbe, ils étaient assis autour d'une table, ils buvaient le chaim, ils chantaient des nibounim, et au bout de la table, il y avait un vieux juif barbu qui leur racontait des choses. Ils ne comprenaient pas toujours très bien ce que leur disait leur Rebbe. Et vous êtes maintenant au kibbutz, vous êtes assis autour d'une table, vous buvez, vous chantez des nibounim, mais vous avez au bout de la table un vieux juif barbu qui vous raconte des choses que vous ne comprenez pas. Alors en fait, vous n'avez pas beaucoup changé. Alors pourquoi vous avez fait tout ce foutoir quand vous êtes tellement proche de vos arrière-grands-parents? Ça, c'était l'humour du Rav Adin Steinsaltz à Kfar Bloum. On va sauter. Comme j'ai expliqué, ce n'était pas très facile. Cette introspection, beaucoup n'ont pas tenu le coup. Dans les cimetières de la Lia Shlichit, on a malheureusement aussi pas mal de tombes de personnes qui n'ont pas tenu le coup et qui ont mis fin à leur jour. À droite, vous voyez un garçon qui s'appelle Ernst Pollack, qui sous le nom a pris en Israël le nom de Nathan Ikar, Nathan le paysan, et à gauche c'est sa tombe au cimetière de Kinneret. Vous voyez que les dessins problématiques et sa fin aussi problématique, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Je dis une euphorie, une attente terrible, mais une demande de soi qui est aussi énorme, mais tout le monde n'a pas tenu le coup. Là, je vous ramène maintenant à Yad Vashem, Bikat Akilot, la vallée des communautés, où il y a des murs, pour ceux qui ne connaissent pas, avec le nom de toutes les communautés, presque toutes les communautés détruites dans la Shoah. Là, vous voyez le mur de la Crimée et de l'Ukraine. Vous voyez Odessa, ça c'est toujours au centre, il y a la ville centrale. Et j'ai agrandi le panneau de gauche. Là, vous le voyez encore, on a agrandi du côté droit. Regardez le nom des villages. Vous avez toujours, Bikat Akilot, vous avez le nom des villages en hébreu et dans la langue du pays où ils ont été. Donc, il y a un village qui s'appelle Ikar en Crimée. Ikar, c'est son nom en russe. Il y a un village qui s'appelle Ardout. En russe, il s'appelle Leninskoye, au nom de Lénine, bien sûr. Il y a un village qui s'appelle Bethlehem.
Chaklai, l'agriculteur, Avoda, Shalom Aleichem, Tel Chai, qui s'appelle, bon, j'arrive pas à le lire, c'est caché par le truc. Donc, il y a des villages qui sont des fermes-écoles en Crimée, qui sont des kibbutzim de préparation. Vous êtes francophone, vous vous rappelez l'histoire de Moissac, la ferme-école des éclaireurs des EI en France pour se préparer à la Hakshama en Eretz Israël. Donc, il y a des fermes en Russie, certaines sionistes avec des noms comme Avoda, comme Achdut en hébreu, Shalom Aleichem, des bundistes qui, eux, sont en yiddish. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai amené ce mur, mais avant, ce mur, je l'ai découvert grâce à mon ami et maître Shlomo Balzan, qui m'avait dit qu'il serait là dans la conférence. Je ne vois pas les visages, je ne sais pas s'il est là, je vois uniquement le diaporama face à moi, mais c'est l'occasion de lui dire merci pour son aide qui m'a apporté à connaître ce mur, et j'ai encore parlé cet après-midi pour quelques conseils, et c'est l'occasion de le féliciter, lui envoyer les meilleurs vœux de Mazal Tov, puisqu'il a été fait chevalier cette semaine. Il est maintenant chevalier bon, pas comme ça, il n'a pas encore le cheval, mais il est chevalier de l'ordre du mérite. Alors, Mazal Tov Shlomo, et nous continuons, et nous parlons maintenant de Menachem Mendel Elkin. Menachem Mendel Elkin, qui est un des idéologues du Gdouda Avoda, lui, c'est un des extrémistes de l'extrême gauche du Gdouda Avoda, et quand il y aura des dissensions dans le Gdouda Avoda, oui, c'est des juifs, c'est ce qui prouve qu'ils sont juifs, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, donc il y a des dissensions, il y aura des éclatements dans le Gdouda Avoda, mais ce qui va être terrible, c'est que Menachem Elkin va prendre les gens qui lui sont fidèles, et en 1927, il quitte Eretz Israël et ils vont faire le kibbutz en Russie. Donc, je n'ai pas trouvé leur nom sur la stèle que j'ai montrée dans le cadre. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu, elle est peut-être là-bas. Shlomo nous dira à la fin de la conférence s'il est là, si on trouve leur nom. Moi, je ne l'ai pas retrouvé. Et ils ont créé un village qui s'appelle Voyanova, la nouvelle route. En fait, c'est en espéranto, cette langue aussi utopique de Zamenhof, qui était un juif qui espérait l'union des peuples par la langue, d'arrêter la dispersion des nations. On a connu la dispersion des nations, c'était la tour de Babel où Dieu a changé les langues et ça a amené l'incompréhension, l'impossibilité de parler. Donc, si on parle la même langue, on pourra s'unir. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et donc, ils ont appelé leur village Voyanova. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'origine, ils voulaient l'appeler Messila Hadasha, de nouvelle voie. Mais les Russes n'ont pas permis un nom en hébreu. Et comme ils ne voulaient pas donner un nom ni en russe ni en yiddish, ils ont choisi de prendre l'espéranto et l'ont appelé Voyanova. La fin a été très triste, puisque finalement, le 2 décembre 1937, Menachem Mendel Elkin est arrêté par les Russes. Apparemment, il était trahi. On ne sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il a fait la Brit Mila à son fils, où il était Gdouda Avoda, extrême gauche, mais c'est un juif, donc il a fait la Brit Mila à son fils. Ou parce qu'il avait un journal Der MS. Der MS, vous comprenez, c'est la traduction. Der MS en yiddish, ça veut dire la vérité. Traduisez ça en russe, Pravda. C'est le journal Pravda des juifs du Gdouda Avoda en Russie. Et en tout cas, ou peut-être parce qu'il était sioniste et qu'on l'a soupçonné d'être agent sioniste. En tout cas, il a été passé par les armes et fusillé en 1938. Qu'advient-il de sa femme et de ses enfants? Il reste en Russie. Sa femme sera médecin, les enfants vivront à Moscou, et le fils aîné, Ori, qui est né à Tel Yosef. Vous vous rappelez, Tel Yosef, c'est le premier village, le premier kibbutz créé par le Gdouda Avoda. Donc, il est né en Eretz Israël dans un kibbutz, et lui, comme il habite maintenant en Russie à Voyanova, il s'engage dans l'armée rouge et il tombera à Stalingrad. C'est pour ça que j'avais dit dans le titre de la conférence de Tel Chai à Stalingrad, puisque le Gdouda Avoda commence avec Yosef Trumpeldor, Gdouda Avoda Vagan al-Shem Trumpeldor, donc le nom Trumpeldor, c'est l'histoire de Tel Chai. Et ça finit, heureusement pas pour tous, hein. Il y aura ceux qui restent en Eretz Israël, comme Yitzhak Sadeh qui fondera le Palmar, mais certains, l'aventure s'est finie dans les champs de bataille de Stalingrad. Et donc pour finir, je voulais finir par cette synthèse entre le Gdouda Avoda, le kibbutz et la Chassidut, avec une chanson, le texte vient de la Torah, les versets, la musique, elle vient du Rav Ginsburg, et c'est interprété par Dedi
Ben Ami qui a grandi à Nahalal dans Emek Israël et qui a fait Chazar B'Tshuva, donc cette synthèse. Mais ce qui est magnifique chez Dedi Ben Ami, c'est qu'il c'est un chanteur qui est revenu aux sources chassidiques, mais qui interprète dans les mêmes concerts des chants chassidiques et des chants chaloutziques dans la même, un après l'autre. Voilà. כי השם אלוקיך מביאך ארץ טובה, ארץ נחלי מים. מעיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושערה Je pourrais écouter cette chanson très longtemps, mais faut quand même, le temps est arrivé, il faut finir cette conférence. Voilà, alors on va permettre de rouvrir le micro. Si quelqu'un veut ajouter, compléter, si Shlomo Balzan veut nous dire si Voyonova se trouve sur le mur de Yad Vashem. Voilà, vous pouvez ouvrir le micro. C'est très très beau de voir Israël à l'époque. C'est vraiment émouvant, c'est comme des capostages. Oui, Shlomo, je te vois. Ouvre le micro. Ouais. Monsieur, Et merci. Messire Chevalier. Ouais. Bon, bah, Kol HaKavod, c'était très intéressant. Voyonova ne se trouve pas sur le Bekat Akilot, tu le sais, c'est par hasard là-bas, moi je n'ai pas réussi à le trouver. Quoi? Le village de Voyonova qui a été créé par Menachem Mendel, qui on trouve sur le... Non, pas s'il est là-bas, il faut que je regarde de nouveau. J'irai vérifier. J'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé. Mais j'ai regardé d'après une image que j'avais, donc pas la... Tous les noms étaient un peu... Je n'ai pas tous les noms, je n'ai pas eu l'occasion de regarder là-bas. Ok. D'accord, ouais. La vache, Thomas. Merci. Ok. Alors, si personne n'a de quoi ajouter, alors on va se dire bonsoir et puis à une prochaine occasion. Bonsoir. Shlomo, tu m'entends? Il ne m'entend pas. Bon, tant pis. Oui, je t'entends. Ah, pendant la guerre, nous étions 3 enfants, 36, 38, 40, et maman a pris une petite qui avait 2 ans de plus que moi, et qui est partie avec nous à la campagne, enfin. J'ai une photo de cette fille, et je sais qu'elle est venue en Israël, mais bon, moi je suis née en 36, donc elle est encore plus âgée. Est-ce qu'il y aura un moyen de savoir si elle est encore en vie, qu'est-ce qu'elle est devenue, je ne sais pas. Tout ce que j'ai d'elle, c'est une photo. Les 4 enfants. On va essayer de chercher. Envoie-moi. Je t'envoie la photo? Ouais. Ok. On va essayer. Je ne sais pas. Bonsoir tout le monde. Moi, je quitte. Bonsoir.